est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que ça veut dire en fait un produit bio? C'est un ensemble de normes qui fait du bien à la santé, ça fait aussi du bien à la terre, généralement ça fait aussi du bien aux producteurs. Et je sais que ce que je mange ou ce que je consomme, c'est un bon produit, quoi. C'est réservé à une classe sociale élevée parce que c'est quand même plus cher. Et donc souvent il y a aussi une surmarge des produits bio. Donc au-delà en plus d'être plus cher, ils ont en plus été surmargés, tu vois. Comment est-ce qu'on choisit un produit alors? Ce n'est plus réservé à une élite, on va casser justement cette barrière prix et comme ça va permettre d'avoir vraiment un impact sur la transition écologique notamment et la transition alimentaire. Que pour eux un panier bio revienne à un panier classique, de pouvoir vraiment massifier la consommation de produits engagés. Moi j'avais jamais entendu le mot gluten en fait en 2015, genre jamais. La complexité en fait de ce truc-là est démentielle. Que chacun puisse quasiment trouver ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que vous essayez pas de les vendre alors dans les grands magasins? Mais tu contrôles plus tes prix surtout, c'est ça le problème. L'adhésion c'est un modèle qui est effectivement engageant pour les consommateurs, mais c'est aussi un modèle qui derrière permet à tout le monde d'être bien rémunéré. Et est-ce que c'est plus bas carbone de livrer à domicile ou bien d'avoir des magasins? Si tu as, 100 personnes qui d'un coup font leur aller-retour, ça brûle beaucoup plus d'essence qu'un livreur qui va faire les petits tours partout. Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui aimeraient consommer mieux mais ne savent pas par où commencer? C'est sûr qu'en tant que consommateur, c'est pas facile, hein. Alors, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Différemment. Donc avec moi, je suis Zoé No Gluten. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Nathan, qui est cofondateur de La Fourche, que vous connaissez probablement si vous me suivez sur les réseaux, parce que j'en parle tout le temps. Cet épisode n'est pas rémunéré d'ailleurs, c'est juste que vraiment j'aime bien La Fourche et c'est important de le dire que voilà, Nathan n'a pas payé pour être là. Non, c'est vrai. Et je n'ai pas payé Nathan pour qu'il vienne non plus. D'accord. Tu vois. Donc La Fourche, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, blague à part, c'est une épicerie bio en ligne qui a plein de produits sans gluten et c'est pour ça que je m'y suis intéressée à la base. Et je pense que du coup Nathan aura plein de choses à nous raconter sur le bio en France, sur comment ça a évolué et puis comment il s'est dit il y a 7 ans, un truc comme ça, qu'il voulait se lancer dans un secteur peut-être aussi compliqué que la bio. Je trouve que c'est quand même hyper courageux et c'est aussi pour ça que je voulais l'avoir ici, pour cette aventure incroyable quand même. Et voilà, donc merci d'être là. Ben merci, et bienvenue à toi. Merci, je suis ravi d'être là. Ouais, non, c'est cool. Et effectivement, ouais, on va parler pas mal de bio, d'entrepreneuriat, mais aussi, effectivement, je pense de sans gluten, exactement. de vegan, de tout ça. Ouais. Trop bien. Alors peut-être ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que ça veut dire en fait un produit bio? Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que bio, c'est entre guillemets mieux pour la santé, pour plein de raisons, mais moi en tout cas, je me rends pas compte exactement de qu'est-ce qu'il y a derrière ce label. Exactement. Alors après, ouais, effectivement, c'est un label, en gros, et donc il y a plein de sous-labels, et on pourra en rediscuter ensuite, effectivement, mais c'est effectivement le label AB ou tu vois, Eurofeuille, qui est le label bio européen, harmonisé avec le label français. Bah, c'est juste, je dirais presque philosophiquement, c'est un peu une autre manière de faire de l'agriculture. C'est une agriculture où t'as pas, ou très peu d'intrants, de produits phytosanitaires, comme on appelle, de pesticides, et t'as aussi plein de normes, en fait, au-delà de ça, sur le bien-être animal, sur en fait comment sont traités aussi les animaux. Et donc en fait c'est un ensemble de normes qui fait que effectivement on arrive à une agriculture qui est vraiment différente et qui on va dire fait du bien à la santé, parce qu'en fait on n'a pas de pesticides, tu vois, mais ça fait aussi du bien à la terre et généralement ça fait aussi du bien aux producteurs. Voilà. Ok, bah c'est une belle définition, ça fait du bien à tout le monde. Ouais, je sais pas, il y a de la vision stricte, mais exactement. Pour moi, c'est un. Et donc c'est 100% sans pesticides, 100% sans rien du tout. Ouais, il y a alors, on est à 95% plus. Ça dépend des Typiquement, t'as des c'est sans OGM aussi. Il y a aussi une question qui est au-delà juste des produits bruts. C'est quand on transforme des produits, il y a aussi des normes et donc typiquement il y a beaucoup moins d'additifs, c'est-à-dire qu'il y a quelques additifs qui sont donnés. Pour les produits transformés, c'est vraiment des produits où il y a beaucoup moins de tous les petits E, 122 E, etc. Vous allez beaucoup moins en trouver. Il y en a quelques-uns, mais c'est souvent des additifs qui sont naturels. Je sais pas, ça peut être de l'acide citrique par exemple, quelque chose qui est en fait beaucoup. Et donc en fait on va retrouver beaucoup moins de mauvaises choses. Dans les produits bio. Ok, et il n'y a pas que le label bio, parce que moi, quand je fais mes cours, je vois plein de labels différents dans les magasins bio, type Demeter, mais il y en a plein d'autres. Est-ce qu'ils se valent tous? Qu'est-ce qu'ils veulent dire en plus? Donc en fait, il y a beaucoup de labels. Effectivement, le label bio, c'est vraiment le label principal, tu vois. Et en fait, c'est le même en Europe et en France. Donc soit Espagne, Italie ou France, vous aurez la même chose. Historiquement, c'était pas le cas. Les Français étaient un peu meilleurs, mais voilà, on s'est fait harmoniser. Et ensuite, il y a des bio plus. Il y a certains labels qui vont plus loin. Donc, tu as Nature et Progrès ou Biocohérence, par exemple, c'est des labels qui vont plus loin sur la partie sociale. Et ensuite, il y a souvent des
des labels qui sont alliés à du commerce équitable en plus du bio. Et donc ça, je trouve ça aussi intéressant parce que il y a la partie sociale sur les producteurs, mais il y a aussi la rémunération des producteurs, et donc ça marche très bien. Okay. Voilà. Mais j'avoue, ça foisonne un peu trop parfois. Moi, je suis aussi un petit peu parfois, j'ai un peu envie de dire simplifions. Et parce qu'en fait, sinon, tu vois, les gens s'y retrouvent plus, les consommateurs s'y retrouvent plus, et donc ouais. Parce qu'en fait, sur les paquets, il y a tellement d'informations aujourd'hui que, je comptais en parler après, mais j'ai limite envie d'en parler maintenant. Mais c'est presque du greenwashing finalement, parce qu'il y a plein de labels, et donc tu te dis, c'est d'office bien, et on sait même pas en fait ce qu'ils veulent dire finalement ces labels. Donc parfois, j'ai peur de me faire avoir parce qu'il y a plus de labels, et donc c'est mieux, mais je sais même pas si c'est après, le moi, cas. je presse pour Averwash, c'est que le logo AB, en fait, il y a déjà, on va dire que c'est le logo, on va dire, sur l'agriculture, qui est le mieux disant, tu vois, en France. Okay. Donc, en fait, si tu as ça, c'est en fait un petit peu le standard le plus élevé que tu puisses avoir. D'accord. Ensuite, après, tu as effectivement des petits sous-labels, etc. Et après, tu as d'autres trucs, sans pesticides, HVE, etc. Et ça, j'avoue, moi, je trouve qu'effectivement, mais forcément, je suis peut-être un peu plus un militant, mais c'est un petit peu plus du greenwashing. Parce qu'il y a une moins forte démarche. Souvent, ça cache quand même pas mal de pesticides derrière. Ouais. Et voilà, donc en fait, donc faut se renseigner. Et nous, La Fourche, on l'a aussi créé pour ça, en fait, pour qu'il y ait une vraie confiance des adhérents. Et que, en fait, quand on achète un produit sur La Fourche, on n'a justement pas besoin d'avoir cette charge mentale de tiens, je vais regarder derrière, je vais voir ce qu'il y a. Voilà, d'avoir une transparence aussi, même parfois à notre rencontre, tu vois, sur les origines des produits. Ouais. Parfois, il y a certains produits, on sait qu'on ne peut pas les faire en France. Nous, on va le dire, alors que d'autres ne vont pas le dire, entre guillemets. Et donc, on essaie d'avoir une transparence, mais du coup, de créer cette forte confiance. Et tu vois, nos adhérents, ils nous disent un truc, c'est OK, il y a le prix, il y a plein de choses qui font que je suis à La Fourche, mais il y a surtout le fait qu'à la fin, au fond, je sais que vous faites les choses bien, et je sais que ce que je mange ou ce que je consomme, c'est un bon produit. C'est des bons produits, ouais. Est-ce que votre cahier des charges, est-ce qu'il y a beaucoup de points à cocher pour pouvoir être vendu sur La Fourche? Parce que vous vendez un certain nombre de produits, je crois qu'il y en a 4000 aujourd'hui. Mais vous choisissez, parce qu'il y a beaucoup plus que 4000 produits dans les magasins bio disponibles en France. Comment est-ce qu'on choisit un produit alors? Alors, nous, on a un cahier des charges qui, effectivement, prend en compte plein de choses. Et souvent, ce qu'on essaie, c'est de regarder par catégorie qu'est-ce qu'on peut aller faire. Où est-ce qu'on peut aller, tu vois, un petit peu plus loin que le cahier des charges classique, tu vois, de nos confrères. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sur des denrées du Sud, donc on va dire du café, du thé, du sucre, on va essayer toujours d'avoir du commerce équitable, ou en très, 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 très grande majorité. Donc ça, voilà, pour aller un petit peu plus loin que les charges. Donc ça, c'est un peu une illustration, mais il y a d'autres... tu vois, on va regarder... en fait, sur chaque catégorie, on va regarder, tiens, est-ce qu'on va choisir une marque qui est un petit peu mieux disante? Et c'est la même chose quand on crée nos produits. Quand on crée nos produits, on va essayer d'aller... ou de remplacer des produits qui étaient un peu moins bien. Tu vois, on est hyper fiers. Un truc dont on est fier, c'est... Alors que c'est pas sexy du tout, c'est les boîtes de conserve. Tu vois, le maïs, les haricots. Et donc, en fait, au début, on avait une gamme française en verre, et puis on a créé la gamme en alu, tu vois. Et en fait, toute cette gamme-là, on est les premiers, je pense, à avoir une gamme complète France. Qui est vraiment... voilà, alors que d'habitude, il y a toujours... tiens, le haricot rouge qui traîne, il vient du Mexique, tu vois, ou d'Italie. Ou, voilà. Donc, en fait, donc on essaie un peu d'aller plus loin à chaque fois sur l'engagement. Ok. Ah, c'est marrant, mais c'est vrai que quand on monte une boîte et quand on travaille dans un truc aussi niche, parfois il y a plein de choses desquelles nous on est fiers, mais qui ne se voient pas du tout de l'extérieur, et desquelles on se rend pas du tout compte, quoi. Et non, mais du travail, en fait, exactement. Donc, tu vois, c'est un bon point. Est-ce qu'en fait, vraiment, les gens vont le voir? Mais nous, ça nous fait, tu vois, on se dit, tiens, en fait, ça, on sait qu'on est cohérent, en fait. Il y a toujours une question de cohérence, et je pense que quand on crée l'offre de La Fourche, on essaie d'être cohérent, et ça se voit, en fait, tu vois. Et tu parlais de greenwashing, en fait, souvent. Moi, je trouve que tu vois l'authenticité, en fait, tu as d'une marque, de ce qui est fait, tu peux gratter un peu et tu arrives à le voir, quoi. Nous, en tout cas, on essaie de transpirer l'authenticité. Ouais, c'est beau. Est-ce que je me rends compte peut-être que le greenwashing, pas tout le monde ne connaît le terme. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer rapidement pour les personnes qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, parce que je l'utilise comme ça à tout bout de champ, mais d'aller clamer des gains, on va dire, soit pour le climat, soit environnementaux, tu vois, qui en fait sont pas réels, ou en tout cas sont assez... C'est quasiment détourner un peu l'attention du consommateur vers un petit gain, alors qu'en fait derrière il se passe rien, quoi. Tu vois, pour moi c'est un petit peu ça. Ouais, c'est ça. Un logo où il y a écrit fabriqué en France, tu vois, et en fait aucun des produits n'est d'origine France, et donc tu auras souvent un petit drapeau bleu blanc rouge fabriqué en France. Et ça, c'est vraiment du greenwashing pour moi, parce qu'en fait tu as un côté, ah tiens, super, ce truc est français, et en fait non,
la plupart des trucs viennent d'ailleurs et en fait c'est pas du tout, il y a pas les valeurs derrière que ça veut incarner, quoi. Mais j'imagine qu'il y a des lois quand même. Donc si tu mets fabriqué en France, c'est que ça a été mis en sachet en France, c'est ça? Ouais, mais la DGCCRF effectivement commence à regarder, il me semble. Donc ça c'est les gros législateurs, tu vois, sur les consommateurs qui en fait vraiment vérifient qu'on trompe pas les consommateurs. Je pense qu'ils ont sorti effectivement quelque chose sur justement le fabriqué en France pour éviter ça. Mais ça a été historiquement un vrai sujet, quoi. Ouais, mais c'est sûr qu'en tant que consommateur, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a tellement de produits différents et tellement de choses à prendre en compte. Et le bio aussi, pendant longtemps, est dans la tête de beaucoup de personnes, je pense, c'est réservé à une classe sociale élevée, parce que c'est quand même plus cher. On va pas se mentir, c'est plus cher. Sûr. Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses qu'il y a des solutions à ça? Alors que le bio soit plus cher, c'est entre guillemets normal vu la répartition des coûts aujourd'hui. Okay. Parce que en fait, t'as pas de traitement chimique, t'as beaucoup plus de main d'œuvre typiquement dans une parcelle bio. Il y a plein d'effets qui font que le coût de revient va être plus cher. Et la réalité, c'est qu'en fait, si tu sommes toutes les externalités négatives de l'agriculture conventionnelle, notamment le traitement des eaux, les eaux usées qui sont pleines de pesticides, juste le fait de traiter, de payer des entreprises des milliards pour traiter ces eaux usées, fait que si tu devais rebalancer ça, une salade conventionnelle coûterait sûrement beaucoup plus cher qu'une salade bio. C'est un peu une partie de l'iceberg, tu vois, c'est-à-dire que le conventionnel, tu vas juste payer le bout de l'iceberg et tu vas pas regarder le reste. C'est la collectivité, c'est l'État et nous qui payons ça et payons à long terme d'ailleurs, tu vois, sur notre santé, sur plein de choses, l'état de l'eau. On le voit, là, je ne sais pas si tu as vu, mais les gros scandales sur la potabilité et les résidus qu'il y a dans l'eau de ville. Et donc, c'est vrai que c'est un peu une question de point de vue. Tu vois. Moi, au fond, je pense que si tu fais la somme, le bio n'est pas si cher que ça. La réalité, c'est que oui, ça a été longtemps très cher. Il y a plusieurs facteurs. Tu as forcément un coût qui est plus élevé. Et tu as aussi... moi, c'est un peu le truc, alors c'est un truc c'est une réalité, hein, c'est que quand on est un gros distributeur, je sais pas, n'importe quel gros supermarché en France, chaîne de supermarchés, on a des produits qui se vendent beaucoup avec des très faibles marges. Je sais pas, le Nutella, le Coca, etc. Et en fait, pour s'y retrouver un petit moment, tu es obligé d'aller faire plus de marge sur d'autres produits qui vont attirer notamment la classe aisée. Et donc souvent, il y a aussi une surmarge des produits bio. Donc au-delà en plus d'être plus cher, ils ont en plus été surmargés, tu vois. Et donc ça c'est quand même aussi une réalité, ça a longtemps été le cas. Et après je pense que effectivement vraiment ma vision et mon envie, et c'est pour ça qu'on a créé La Fourche, c'est vraiment de te dire ce n'est plus réservé à une élite, on va casser justement cette barrière prix et comme ça va permettre vraiment de créer d'avoir vraiment un impact sur la transition écologique notamment et la transition alimentaire, parce que en gros il y a 70% des Français jusqu'à la crise, maintenant c'est plus 55-60, qui consomment bio une fois par mois. Un produit bio une fois par mois. Et il y a entre 30 et 40% des Français qui consomment bio une fois par semaine. Une fois par semaine, ça veut dire qu'ils ont acheté des pommes bio, par exemple? Par exemple. Ok. Et donc ça, c'est 30 à 40. Donc ça paraît beaucoup, mais c'est peu, parce qu'en fait, un produit, c'est pas non plus exactement. Et donc en fait, déjà, te dire, tiens, que ceux qui font une fois par mois passent à une fois par semaine, et ceux qui font une fois par semaine grâce à La Fourche pourraient faire... je sais pas, 20 ou 30% de leur panier deviennent bio. En fait, ça aurait un effet boule de neige qui est hyper fort. Et en fait, nous, l'idée, c'est vraiment l'idée de La Fourche, c'est ça, c'est-à-dire que grâce à notre modèle, en fait, on arrive à baisser le prix des produits, de faire des économies aux adhérents, que pour eux, un panier bio revienne à un panier classique, tu vois. Et en fait, grâce à ça, de pouvoir vraiment massifier la consommation de produits engagés. C'est vraiment comme ça qu'on s'est dit, tiens, et de créer un mouvement de transition. Et c'est fou. Sinon, pour moi, il y a quand même beaucoup plus de gens. C'est peut-être parce que j'habite à Paris, dans des quartiers un peu bobos, et qu'il y a plein de supermarchés 100% bio autour de chez moi qui sont tout le temps remplis. Et donc, j'ai l'impression que... Mais c'est vrai que je sais pas comment c'est dans les autres villes, mais il y a sûrement moins d'offres, tout simplement. En fait, c'est peut-être pas que les gens qui veulent pas, c'est peut-être qu'il y a... Enfin, après, c'est l'offre et la demande, tu vas me dire. C'est un petit peu les deux. Je pense qu'il y a... Alors, dans les villes, en fait, on le voit plus, mais pour le coup, il n'y a pas une énorme différence entre ville, campagne, province. Et ouais, exactement. C'est assez neutre. C'est assez neutre. Et là, j'ai une question qui n'a rien à voir et je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Mais dans un produit bio transformé, disons, je sais pas, un paquet de biscuits, c'est quoi la marge qui va au producteur? C'est quoi comment c'est réparti? C'est hyper dur parce que ça change. En fait, ça change énormément en fonction du type de produit. Tu as des produits où, en fait, qui sont très demandés, tu as des produits qui fluctuent énormément. Tu vois, je te donne un exemple, l'huile d'olive, c'est un des produits où il y a eu la plus forte inflation depuis 4 ans. Tu vois, au début, nous, l'huile d'olive à La Fourche, quand on a lancé notre
marque propre. C'est notre premier produit. Donc je connais bien, c'est vraiment moi qui ai lancé le premier produit. Je l'ai chez moi. Huile d'olive italienne, etc. Il faut acheter l'italienne, moi j'achète l'espagnole. Alors l'espagnole est très bien aussi. Elles n'ont pas le même goût en fait. Il y en a une qui est plus douce et l'autre qui est plus fruitée. Mais l'italienne, c'était la première. Et en gros, je me souviens qu'on l'avait acheté, peut-être on la vendait 6,50 € ou 6,90 € ou peut-être 7. Et aujourd'hui, on la vend à 13, 14. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc et en fait, c'est pas une histoire de tiens, est-ce que c'est nous les distributeurs qui avons augmenté nos marges, etc. Non, c'est qu'il y a des fluctuations fortes. J'avoue, je peux pas. En fait, c'est tellement différent par produit que je ne peux pas te faire une répartition comme ça de la marge. Mais dans ce cas-là, en tout cas de l'huile d'olive, c'est le producteur qui a dû augmenter ses prix parce qu'il y a eu un problème de récolte d'olive, par exemple. Ouais, exactement. Et en fait, lui, sinon, c'est pas tenable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un problème là, c'est quasiment un problème de demande mondiale versus offre mondiale. Là, tu as des trucs. Enfin, en gros, là, c'est la mode de l'huile d'olive d'un coup et tout. Non, mais c'est l'Espagne, c'est la moitié de la production mondiale et en fait, sécheresse en Espagne. Donc, tu vois, 2 fois moins de. Voilà, et donc ça influe l'ensemble du marché. Donc, toutes les prix montent, etc. C'est des trucs parfois. Et parfois, on sont un peu petits, tu vois, par rapport à ces changements. Quand toi, après, tu dois annoncer à tous tes adhérents, en fait, l'huile d'olive a pris 30%. En fait, voilà. Donc, et tu as des retours par rapport à ça. Comment vous faites pour communiquer là-dessus? Tu bah, communiques à chaque fois? Ouais, on communique, c'est dur parce que en fait, les gens ont l'impression que justement c'est de notre côté. Alors très souvent, en fait, nous, les distributeurs, à la fin, il nous reste quand même une petite marge. La réalité, c'est ça, et qu'il y a plein de choses qui se passent sur toute la chaîne de production, et parfois c'est pas efficace. Donc ça fait aussi que le producteur, il a pas grand chose. Et donc, tu vois, nous, on essaie aussi même d'arriver plus à des il y a deux manières en fait de changer ça. Il y a une manière, c'est d'aller en gros faire plus de direct producteur ou direct agriculteur. Mais c'est pas facile parce qu'en fait, faut un outil de production, faut en fait des gens qui ont des volumes. Enfin, tu vois, c'est pas facile de créer. Exactement. Créer une filière, c'est pas facile, ça prend des années. Tu vois, il y a de l'argent aussi parce que il faut les aider à semer, donc c'est vraiment pas facile. C'est un truc on n'a même pas encore commencé à faire, mais auquel on réfléchit parce qu'on commence à avoir la taille pour le faire. Et ensuite, tu as aussi juste créer des contrats où tu dis, moi, en fait, je suis prêt à payer un minimum de temps. Et quoi qu'il arrive, je paye un minimum de temps. Et ça, on le fait déjà. Tu vois, sur le lait, par exemple, on était les premiers à avoir ça, un minimum sur le lait bio. On avait un label agréétique. Mais oui, en fait, dans les autres cas, en fait, parfois, tu as des années où les producteurs gagnent bien leur vie. Tu as des années où les producteurs gagnent très peu leur vie. Et avec juste le dérèglement climatique, tu vas être... de plus en plus dans des années comme ça où il y a des aléas, quoi. Tu vois, Mais surtout sans produits chimiques, c'est ça en fait. Il peut y avoir beaucoup de pertes d'un coup, beaucoup de... Ouais, c'est plus compliqué. Ouais, c'est fou. C'est vraiment des trucs auxquels on pense pas. Quand tu rentres dans ça et dans les achats et dans le, en fait, de manière générale, juste quand c'est comme si tu ouvrais en fait le rideau et que tu regardais derrière. La complexité en fait de ce truc-là est démentielle, effectivement, sur tu vois, chaque denrée, chaque truc. Et c'est vrai que tu vois, les gens voient juste la guerre. Tu as un Michel-Édouard Leclerc qui va dire ah là là, les industriels nous tu vois, baissent les prix. Il y en a d'autres qui disent ah non mais regardez, les prix ont augmenté, c'est une énorme inflation. Et en fait, quand on est derrière, la réalité c'est qu'il y a plein d'effets et c'est compliqué. Et c'est dur à expliquer. J'avais une autre question par rapport au mode qui fluctue, etc. Moi, c'est la question qui m'atteint le plus parce que c'est aussi pour ça que je suis chez La Fourche à la base. C'est le fait qu'il y a plein de produits sans gluten maintenant et que j'ai l'impression que depuis, ça fait 2 ans que je commande sur La Fourche, je pense, que l'offre, ça grandit de plus en plus ou en tout cas qu'elle est beaucoup mieux catégorisée qu'au début. Au début, il n'y avait pas... c'était mis en avant, mais il y avait des filtres, mais c'était pas aussi fort mis en avant sur le site internet. Aujourd'hui, il y a clairement des catégories sans gluten qui sont mises en avant. Et ma question, c'était pourquoi? Est-ce qu'il y a plus de demandes? Est-ce que Non, mais on savait qu'on n'était pas bon dessus. C'est pareil, tu crées ta boîte, tu sais que tu crées une première, tu as un premier catalogue, une première manière de créer le site, etc. Et puis t'évolues. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que on avait quand même identifié assez rapidement que on n'avait pas assez de produits et qu'ils n'étaient pas forcément bien labellisés et bien catégorisés. Qu'il y avait des erreurs, ce qui est quand même compliqué quand tu vois t'es cœliaque et que en fait tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. J'ai un des plus vieux adhérents de La Fourche, c'est un ami à moi, il habite à Dijon, il est cœliaque, donc je connais bien. Ouais. Tu vois, et moi, vraiment de manière bête, à chaque fois que je l'invite à dîner ou qu'on les invite, tu vois, je fais un truc où tu vois, j'oublie en plus où il y a du gluten dedans, donc tu vois, on adore. Super, voilà. Donc, tu vois, mais ce qui est bien, c'est qu'il nous a aussi donné du retour, tu vois, et donc on savait très bien. Il n'y a pas que lui, mais j'avoue, lui, c'était mon petit retour, tu vois, exactement en force. Et effectivement, on a étendu notre offre parce qu'on savait qu'il y a une vraie demande et que nous, l'idée, en fait, de La Fourche, c'est que chacun puisse quasiment trouver ce qu'il veut, entre guillemets, en termes de, tu vois,
tu veux en fait, je sais pas moi, des céréales sans gluten, tu vas les trouver, mais en revanche, tu n'en auras pas 4 ou 5 différents. En fait, l'idée, c'est de dire, tu as une largeur du catalogue qui est forte, qui fait que tout le monde s'y retrouve, mais on fait aussi un choix qui de pas mettre, je sais pas, 8 fois la même huile d'olive, par exemple, tu vois, ou 8 fois les mêmes. Ouais, et en fait, l'idée, c'est aussi de ça, c'est de dire, en fait, vous avez de la largeur de gamme, mais assez peu de profondeur. Et nous, ça nous arrange parce que, en fait, on a moins de partenariats, on crée des partenariats plus forts avec nos marques, avec nos fournisseurs. Et ça crée aussi, je trouve, plus de clarté pour les adhérents. Parce qu'en fait, tu n'as pas un catalogue où tu as, je sais pas, 50 flocons d'avoine différents, tu vois, qui sont tous des flocons d'avoine, tu vois, quand même, au final. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis en plus, moi, j'ai fait des études de psycho, il y avait des hyper belles études qui avaient été faites, j'ai plus le nom des professeurs qui avaient fait ça, mais je peux les retrouver, les mettre en description. Mais c'était des études faites dans des supermarchés, où en fait, ils prouvaient que avoir trop de choix, au final, les gens n'achètent pas parce que si tu as 3 confitures et que tu goûtes et après, il y en a une des 3 que tu préfères et tu vas l'acheter. Mais si tu mets quelqu'un dans un supermarché et qui te fait goûter 15 confitures différentes, au final, tu es tellement perdu parce que tu sais plus laquelle tu préfères, etc., que tu as plus de chances de ne pas acheter de confiture alors qu'il y a plus de chances qu'il y en ait une qui te plaise plus. Mais juste, en fait, tu as été trop perdu et tu es parti. Et je me reconnais tellement dans cette étude et je trouve tellement qu'elle est vraie parce que je me vois, c'est pareil pour les films, pour tout. Tu vois, sur Netflix, il y a tellement de trucs que je passe parfois des heures à chercher pour au final ne rien regarder du tout parce que juste il est tard et que finalement je vais aller dormir. Et je me dis que finalement, ce que vous faites sur la fourche, peut-être que ça permet aux gens de s'y retrouver plus et de perdre moins de temps à analyser des produits qui sont finalement très similaires. Exactement. En fait, nous, on essaie de faire on essaie de créer une partie. Bien sûr qu'on laisse le choix, et bien sûr sur plein de trucs on laisse le choix, mais on essaie de faire. T'as raison, c'est exactement ça. C'est d'avoir fait la première marche, quoi. Faire la première marche où on a déjà sélectionné, notamment en termes de valeur, d'impact, est-ce que c'est des produits qui ont un engagement fort, est-ce que c'est des produits bio, est-ce qu'ils vont plus loin. Mais t'as aussi, dire est-ce que on a couvert. Tous les besoins des personnes qui sont sans gluten. Est-ce qu'on a couvert tous les besoins des personnes qui, par exemple, sont véganes ou sont végétariennes, etc. Et on le fait d'ailleurs aussi, même pour des gens qui mangent. Tu vois, on n'a pas une énorme sélection sur de la viande parce qu'on sait l'impact de la viande, mais en fait, on veut aussi que le catalogue soit ouvert à tout le monde. Donc en fait, on va aussi avoir quelques produits carnés, mais tu vois, on n'aura pas qu'un steak haché, on aura un steak haché, par exemple. Non, c'est intéressant. Et est-ce que dans tes clients, tu vois que la demande sans gluten augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce que ça reste pareil? Non, elle augmente de manière... je dirais que c'est assez... Constant. Linéaire, mais augmentation, tu vois. Ok. Qui va, Ok. Mais augmentation par rapport au nombre d'adhérents, qui augmente avec le nombre d'adhérents. Mais qui va un petit peu au-dessus. C'est-à-dire que ça, entre guillemets, ça va un petit peu plus haut. C'est un petit peu plus haut en termes de croissance que juste notre croissance classique. Okay. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on a une meilleure offre. Ouais, et donc, possible. tu vois, effectivement, les gens. Parce que j'arrête pas de parler de vous. Non, exactement. En fait, ouais. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on nous a souvent dit au tout début de la fourche qu'on n'avait pas assez d'offres pour les. Tu vois, et donc je pense qu'on a travaillé dessus. C'est pour ça, je pense que tu l'as vu en 2 ans. Oui, clairement, il y a beaucoup de produits maintenant, moi, je trouve. En tout cas, moi, tous mes produits du quotidien, je les trouve plus ou moins, quoi. Après, j'achète pas beaucoup de produits transformés non plus. Oui. Donc, parce que je fais beaucoup chez moi, à la maison, voilà. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup de produits différents. Donc, peut-être que je suis pas le persona type non plus. Mais les produits de base, je les trouve complètement, quoi. Et d'ailleurs, tu reviens en disant, tiens, est-ce que le bio est cher, etc. Pour revenir sur ça, tu viens de me faire penser à un truc qui est quand même assez essentiel. Je trouve que c'est... le bio pas cher, c'est aussi le bio que tu cuisines. Quand tu regardes des produits bruts, les fruits et légumes en bio sont pas vraiment beaucoup plus chers. Enfin, franchement, c'est pas non plus démentiel. Si tu cuisines aussi avec un tout petit peu moins de viande, tu fais un peu plus d'efforts avec ça, la viande coûte très cher, soyons honnêtes. Donc en fait, tu peux rebalancer une partie de ton budget si tu manges plus végétarien, notamment, pour avoir des produits effectivement qui sont aussi plus, tu vois, entre guillemets, plus bio, tu vois, que ce que tu vas acheter, de meilleure qualité. Et donc tu vas avoir aussi, tu vas pouvoir économiser comme ça. En fait, en changeant un peu tes habitudes. Au lieu d'acheter des trucs tout faits, ça change tout. Et est-ce que toi, tu as changé tes habitudes depuis que tu es dans le milieu? Depuis que tu travailles avec la fourche, est-ce que tu manges différemment? Alors moi, j'ai toujours cuisiné, mais vraiment, je change depuis longtemps. Mais je mange beaucoup. Enfin, maintenant, je mange 100% quasiment bio, alors qu'avant, je le mangeais pas. C'est-à-dire que j'étais déjà à un niveau, voilà. Mais là, maintenant, j'avoue, je suis à quasi 100%. Donc, je pense que ça, c'est un gros sujet. Et j'ai aussi beaucoup réduit la viande.
Ok, mais t'en manges encore par exemple? La viande? Ouais. Alors moi je viens du sud-ouest. Ouais, donc c'est compliqué. Aïe aïe aïe. Non mais je mange plus de bœuf par exemple, très Ouais. très peu. Et en revanche, ouais, je vais manger une fois de temps en temps. Voilà. J'essaie de le garder pour les grandes occasions. Tu vois, je vais plus manger de la viande pour un truc pendant la semaine, tu vois, qui sert à rien, etc. Mais ouais, je le garde. De la bonne viande, quoi. Voilà, ouais, de temps en mais temps. effectivement, j'ai beaucoup réduit. Vraiment beaucoup. Ouais, mais c'est sûr qu'en travaillant dans le milieu, tu vois tout ce qui se passe derrière et peut-être que ça donne envie de changer les habitudes. Quoi. Exactement. Ok, c'est toi qui cuisines chez toi alors? C'est moi qui cuisine chez moi, ouais. J'avoue, c'est je fais marrant. tout. Ouais, ouais. Ouais. Là, on est inversé parce que c'est clairement, moi, ma partenaire, ma compagne, elle peut faire griller, enfin, elle peut faire cramer une tartine dans un grille-pain, tu vois. Donc, on est sur ça. Ah ouais, chez nous, c'est le contraire. Mais moi, il fait la vaisselle, tu vois, c'est chacun ses tâches. J'avoue. Mais moi, j'ai un énorme plaisir à faire ça et surtout, à partir du moment où tu cuisines moins de viande, tu dois aussi innover, tu vas trouver de nouvelles recettes. Et je pense que c'est pas pareil pour toi, tu vois, à partir du moment où, en fait, il te manque un élément. Ouais. Tu vois, aller chercher, et je trouve que c'est aussi la beauté du truc, tu vois, d'aller justement se nourrir, tu vois, un peu quasiment se nourrir par le manque, tu vois, entre guillemets. Mais c'est ce que je dis toujours. Hein. Ouais. Pour moi, le fait d'avoir des contraintes, ça nourrit la créativité. Ouais, bien sûr. Parce que si toutes les options sont ouvertes, tu te perds. Mais c'est comme cette histoire de confiture, en fait. On y revient. Non, mais c'est vrai. Quand il y a trop d'options, en fait, tu sais pas quel chemin prendre. Il y a trop de portes et tu te perds. Alors que quand tu enfermes certaines, finalement, moi, mes meilleures recettes, c'est quand j'ai 3 ingrédients dans mon frigo et que je me dis, mince, il faut que je fasse une recette aujourd'hui parce que j'ai rien à leur proposer, c'est dommage et tout. Ou bien j'ai rien à manger ce midi et ces ingrédients vont pas ensemble. Et c'est comme ça que je crée mes meilleurs trucs parce que c'est des combinaisons auxquelles j'aurais jamais pensé. Avant, parce que j'aurais eu le choix et j'aurais acheté autre chose qui va mieux avec, mais au final, ça fonctionne très bien aussi, quoi. Donc c'est chouette. Ouais, bien sûr. C'est chouette. Et puis c'est satisfaisant, en fait. T'as un petit côté... c'est toujours gratifiant. C'est certain. Donc pour terminer sur le sans gluten, sur le vegan, etc. Donc tu me dis que la tendance du sans gluten, en tout cas vegan, tu m'as pas dit, mais j'imagine qu'elle augmente aussi. Ouais. Les deux augmentent. Enfin, c'est assez similaire. C'est-à-dire que c'est des tendances de fond, c'est un peu des trucs séculaires qui quand même prennent où ça prend. Nous, on a des adhérents qui sont vraiment aussi. Je pense que c'est assez intuitif, mais ils sont plus engagés sur ces régimes-là. Tu vois, en gros, nous, on a 3 fois plus de végétariens que la moyenne française. On a 4 fois plus de sans gluten ou à peu près 4 fois plus de vegan. Tu vois, donc on a vraiment. Et pour toi, c'est des tendances de fond en France ou bien c'est des modes passagères? Tu vois, non, moi je pense pas. Enfin, je pense qu'il y a un vrai tendance de fond. Il y a quand même un bruit, tu vois, il y a un bruit qui est fort sur ça. Et puis il y a aussi t'as des personnes qui sont cœliaques, qui effectivement sont diagnostiquées cœliaques, etc. Qui n'ont pas le choix. Il y a d'autres personnes qui se rendent compte que ça les rend plus heureux en fait de pas manger de gluten ou tu vois vegan, etc. Et donc il y a un côté où je pense où on fait beaucoup plus attention, tu vois, à ses besoins. T'as quand même plus de littérature sur le fait chacun est différent, t'as un microbiote qui est différent. Et donc je pense que ça pousse aussi en fait à ce que tu aies des régimes en fait qui se créent et des régimes différents qui se créent parce qu'en fait tout simplement on se rend compte que moi je vais pas peut-être avoir les mêmes besoins en fait en termes de microbiote, en termes de métabolisme que toi ou que quelqu'un d'autre. Et donc je pense que ça segmente un petit peu plus, tu vois. C'est sûr, et je pense qu'on est plus documenté et puis on fait plus attention à notre corps et puis il y a quand même beaucoup plus de messages qui nous disent que faire attention à son corps c'est important pour X et Y raison et juste on y porte plus attention et pour moi c'est une conséquence aussi de ça et d'une prise de conscience qui vient petit à petit en France, mais qui arrive quand même. Et toi, quand tu lances La Fourche, donc c'est 2017, c'est quand même il y a quelques années. C'était avant ça. Non, mais parce que moi, Diagnostic Cœliaque, moi, c'était en 2015. Il n'y avait pas grand... Moi, j'avais jamais entendu le mot gluten, en fait, en 2015. Genre, jamais. Quand on m'a dit cœliaque, j'ai dit génial, on a trouvé une solution. C'est quoi? On m'a dit sans gluten. J'ai dit top, expliquez-moi, je sais pas ce que c'est, quoi. J'avais jamais entendu ce mot-là. Donc, il y a quand même... Voilà, ça augmente. Et donc, toi, tu lances ça parce que c'est quoi? C'est visionnaire? C'est parce que tu avais un réel besoin? Pourquoi dans ce secteur-là? Parce que je pense que tu viens d'une école de commerce, donc il y avait plein de trucs que tu aurais pu faire. Pourquoi est-ce que tu te dis je me lance dans le bio, quoi? Mais parcours très classique avant et effectivement école de commerce, 6 ans, tu vois, très classique, sorti d'une école de commerce. Mais moi j'ai eu une petite prise de conscience sur plus l'écologie et de manière générale le dérèglement climatique et c'est plutôt ça qui m'a poussé au départ à lancer La Fourche. En fait, on voulait
travailler sur la transition écologique. Notre ambition à la fin, c'est vraiment d'être un peu mass market, entre guillemets, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, que ce qu'il y a sur la fourche, ça devienne la norme. C'est un peu ça, tu vois, notre vision à long terme. Et que en fait, ces produits-là ils seront bien sûr toujours plus chers que le moins bon du moins bon, où en fait, tu as plus de sucre que d'autres choses, ou que c'est affreux pour la santé. Donc ça, c'est vrai, on ne pourra pas le changer. Avec un panier La Fourche, tu arrives à avoir à peu près le même prix qu'un panier de courses classiques, conventionnelles, tu vois, je sais pas, des marques comme Puget, Barilla, tu vois, souvent on est moins cher que ces marques-là, par exemple, en conventionnel. Tiens, en fait, ça devient un peu la norme et la manière de consommer. C'était ça l'idée, quoi. En disant, bah voilà, tu crées un mouvement. Donc on a vraiment, la vision, c'était vraiment de dire comment on fait pour démocratiser la consommation responsable et comment on fait pour que ça devienne la consommation mainstream, en fait, au fond, tu vois. Et là, je vais peut-être poser une question bête. Alors, mais pourquoi est-ce que vous restez sur votre modèle en ligne où tous vos produits, même La Fourche, ils sont que vendus en ligne? Et pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de les vendre alors dans les grands magasins pour justement atteindre un plus grand public? Alors, effectivement, c'est une question qu'on nous a posée souvent. Tu vois, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. On a déjà discuté. On n'a pas encore passé le pas. Il y a plein de sujets, mais en fait, on a l'impression qu'on peut potentiellement perdre un peu notre âme, parce qu'en fait on sait pas où les vendre. Est-ce qu'on va les vendre, tu vois, dans un gros supermarché? On sait pas trop comment on va pouvoir contrôler ça demande énormément de ressources, mais c'est vrai que c'est un truc auquel on réfléchit, quoi. Mais oui, parce que là, effectivement, faire le pas de prendre une adhésion annuelle, etc., c'est déjà un sacré pas. Donc, permettre à des personnes d'acheter des produits La Fourche dans plein de magasins, peut-être que... Mais tu contrôles plus tes prix, surtout. C'est ça le problème. Enfin, il y a un vrai sujet aussi de dire, tu vois, en fait, si tu vas les vendre, mais en fait, eux, ils peuvent très bien se mettre une marge énorme dessus. La réalité, c'est que notre mission, si on veut vraiment démocratiser, tu vois, le bio, la consommation responsable, l'adhésion et la manière, le modèle qu'on a, qui est un modèle où vraiment on échange du pouvoir d'achat contre la fidélité. Donc on se dit, l'adhésion, c'est un modèle qui est effectivement engageant pour les consommateurs, mais c'est aussi un modèle qui, derrière, permet à tout le monde d'être bien rémunéré. Donc dire, en fait, vous faites des économies. Nous, ça permet de prévoir, ça permet, entre guillemets, justement, d'avoir un catalogue qui est, tu vois, qui est un petit peu différent. Ça permet d'avoir moins de dépenses marketing aussi que quelqu'un que d'autres vendeurs. Tu ne peux pas aller rechercher des clients tout le temps, quoi. Exactement. Et donc, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui a des externalités positives très fortes. Et du coup, ça permet aussi de bien payer nos fournisseurs et nos producteurs. Effectivement, si tu dis juste, tiens, vas-y, je vends des produits dans un supermarché, en fait, tu vas te retrouver un petit peu, tu contrôleras plus ça. Alors que là, nous, on contrôle un petit peu cette chaîne-là, ce qui est intéressant. Oui, parce que c'est les supermarchés qui décident du prix. En fait, ils négocient avec toi le prix qu'ils te payent. Exactement. Et après, eux, ils ajoutent la marge qu'ils veulent. Ouais, tu fais ce qu'ils ont. Enfin, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de contrôler le prix de ton. Dans tous les supermarchés en France. Tous les supermarchés. Ça. Et est-ce que, imagine, c'est les mêmes supermarchés, mais ils ont plusieurs supermarchés différents. Est-ce que les prix peuvent varier en fonction du quartier Ouais, c'est ça, ça varie. Nous, on a des prix nationaux, mais en fait, la réalité, c'est qu'on est un des seuls à avoir des prix nationaux. La plupart des gens ont des prix. Le prix, il est totalement local. Par exemple, dans certains quartiers, ça va être beaucoup plus cher que dans d'autres, et que dans d'autres villes encore plus. Ah ouais, de toute façon, il y a un truc facile, hein, c'est juste entre magasins de proximité, supermarché et hypermarché, déjà, tu as quasiment 20% de différence de prix. Ouais, mais oui, c'est vrai. Oui. Donc, tu vas voir, c'est très fort. Et donc, nous, en fait, on pourrait pas trop, je pense, pousser notre vision. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc qui gratte, c'est marrant, tu grattes à la porte sur ça, parce qu'en fait, c'est un truc qui gratte souvent à la porte. Mais non, mais parce qu'en fait, quand tu me dis on a envie d'être accessible au plus grand nombre, je pense que c'est là. Enfin, je me suis bien dit qu'il y avait des bonnes raisons, mais c'est une des premières questions que tu te dis. Alors pourquoi vous n'êtes pas dans les supermarchés? C'est là que les gens font leurs courses. Donc finalement, c'est peut-être. Mais effectivement, j'avais pas l'idée que c'est eux qui mettent les prix. Donc si tu as un produit bio et qu'ils veulent faire toute leur marge sur les produits bio, c'est loupé. Exactement. C'est loupé. Ouais. Non, c'est très clair. C'est très clair par rapport à ça. Et vous, l'idée de magasin physique, du coup, c'est pas dans votre... J'allais presque te le dire. C'est qu'en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais on peut pas faire ça? Peut-être que ça viendra. Tu vois, je sais pas, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais peut-être que ça viendra. Ah oui, ok. Pour l'instant, en fait, notre modèle marche. Tu vois, on arrive à vraiment... à grandir, et on a un modèle qui tu vois, où en fait on sent qu'il y a une adhésion forte, tu vois, et que ça marche, quoi. On sent tu vois, au-delà juste des chiffres de croissance, mais tu vois, on voit qu'on a que le modèle prend bien, et peut-être qu'on devra trouver des relais à un moment, et voilà. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on trouve que ça marche bien en ligne. Et puis il y a le côté praticité aussi dont tu parlais, tu vois.
Ouais. Et est-ce que c'est plus bas carbone, parce que tu parlais de transition écologique, de Ouais. livrer à domicile ou bien d'avoir des magasins? Eh bien alors, nous on l'avait fait au tout début de La Fourche. La Fourche, elle est née aussi justement un peu de l'indignation à la fois sur, tu vois, indignation sur le changement climatique, un peu indignation sur justement le prix et la manière dont, entre guillemets, le fait qu'il y a effectivement parfois une surmarge sur les produits bio et le fait que en fait, tu pourrais pousser la consommation responsable en baissant les prix. Nous trois, on est trois fondateurs, on ne serait jamais lancé si jamais on avait un impact carbone qui était plus élevé. Là, on l'a récemment refait. On a mandaté en fait, tu vois, quelqu'un pour comparer en fait l'impact carbone. Et effectivement, on est en moyenne quasiment à 3 fois moins d'impact. Un magasin? Ouais. Et en fait, il y a plusieurs choses. En fait, ce qu'on voit pas, c'est le. Nous, il y a un impact carbone de la livraison, effectivement, mais on voit pas l'impact carbone du magasin lui-même. Juste, sans parler du coût de construction, etc. Mais ça, on va le sortir. Mais même juste la lumière, le chauffage, enfin tout ce qui en fait est dans le magasin lui-même et en fait qui est un petit peu invisible. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Mais c'est même mineur par rapport au truc le plus important qui est que les gens en fait utilisent la voiture. Et notamment nous en fait on est sur des gros paniers de courses. Donc c'est vraiment les courses, tu vois, que tu fais. C'est pas les petites courses que tu fais en bas de chez toi ou les courses que tu fais en revenant de ton travail où tu vas racheter un petit truc de dépannage. Non, nous c'est un peu les courses. Tu vois, nous, encore une fois, on est des provinciaux et donc on avait le côté. Moi, je me souviens de ma maman qui me mettait sur le caddie et on allait à Leclerc, tu vois, à faire un gros plein de courses. Et en fait, c'est ce gros plein de courses-là, en fait, nous, La Fourche, c'est exactement cet équivalent-là. On a un panier moyen qui est assez élevé, qui est peut-être 4 fois plus élevé qu'un magasin bio, tu vois, par ailleurs, classique. On se bat contre la voiture. C'est-à-dire qu'il y a 85% des gens qui prennent la voiture et qui font un aller-retour, qui vont partir de chez eux et qui vont revenir pour faire des courses. Et en fait, au fond, la livraison, elle va être beaucoup plus optimisée parce qu'en fait, ton livreur, il va vraiment passer par les chemins, il va essayer d'optimiser, alors que au fond, si tu as, je sais pas, 100 personnes qui d'un coup font leur aller-retour, ça brûle beaucoup plus d'essence qu'un livreur qui va faire les petits tours partout. Donc c'est vraiment ça. En fait, c'est tout bête, mais c'est marrant, ouais. Hein. Quand on commence à y penser, là, c'est ta casquette de consultant qui revient. Ouais, mais c'est la réalité. Enfin, vraiment, c'est vraiment la réalité et c'est assez fort. Et en tant que consommateur, on oublie que quand tu prends ta voiture et que tu fais 6 km aller, 6 km retour pour aller au supermarché, ouais. Il y a aussi plein de choses. Hein. On n'a aucun retour. En fait, nous, on n'a pas de retour. C'est des produits, tu vois, alors on a lancé le frein en Ile-de-France, mais c'est des produits... et d'ailleurs, l'équation marche toujours en Ile-de-France, mais c'est aussi des produits où c'est du sec, tu vois, beaucoup de sec. Donc, en fait, il y a plein de choses qui font que il y a plein de choses qui font que ça marche. Et effectivement, on est vraiment beaucoup moins émetteur en CO2. Et vie perso, vie pro, tu arrives à quitter le boulot et fermer ton ordinateur et passer à autre chose? Non. Non. Ouais. Voilà, ça c'est la réalité. Mais j'arrive à couper quand il faut, mais parfois je me reconnecte. Ouais. Tu vois, c'est juste que j'arrive à... Mais du coup, je vais me faire des coupures exprès, tu vois, avec ma fille. Donc, je vais vraiment partir pour aller la chercher. Tu vois, on s'est vraiment réparti 50-50. Et donc, allez, non, c'est pas vrai. Je vais être honnête, c'est plutôt 60-40. Et moi, je suis le 40. La Charlotte, elle est quand même un petit peu... elle est pas totalement égale. Mais pour le coup, tu vois, on essaie vraiment d'avoir des temps cool, tu vois. Et des temps aussi avec les potes et des temps avec la famille, etc. Juste la limite entre le moment où tu travailles et le moment où tu travailles pas, elle est pas juste... C'est la semaine, c'est le week-end. Ça, ouais, le week-end, tu travailles aussi? Pas tout le temps, mais ça peut m'arriver. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais pas tout le temps. Enfin, tu vois, ouais. T'arrives un petit peu à lâcher de plus en plus, peut-être plus qu'au début. Je sais pas comment ça se passe, si t'as appris avec fini. Le temps. Non. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment le truc, je pense qu'on dit pas assez, c'est que, en fait, comme la boîte évolue et les enjeux évoluent, mais en fait, il y a d'autres choses qui arrivent. Ouais. En fait, ça s'arrête jamais. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Et si c'est le cas et que ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser 5 étoiles, un like, etc. Je sais que je le dis à chaque épisode, mais c'est hyper important pour que le podcast puisse être découvert par plein d'autres personnes, finalement. Et je te dis à mercredi prochain. Merci beaucoup, Nathan. Merci, c'était cool.